Bonjour et bienvenue au podcast Ogive Art, un podcast où on discute avec des personnalités créatives, artistiques et authentiques. Le podcast est rendu possible grâce à la collaboration de la Biennale Post-Invisible, regard sur la place des femmes dans le champ des arts visuels, et Altitude C, qui, en plus de capter ce magnifique moment, nous accueille dans leur beau SV55. Merci beaucoup. Je m'appelle Mylène Lachance-Paquin et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir la CEO, cofondatrice, stratège et en marketing de renom, Vicky Boudreau. Full en délire. Non, il y a personne. Et l'incroyable peintre, artiste visuel Rosalie Gamache. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de se lancer, un petit warning. Il y aura dans ce podcast des anglicismes, des opinions, des propos féministes et peut-être même des mauvais mots. Si tout ça vous challenge, je vous encourage à aller mettre sur pause votre podcast de Joe Rogan et revenir nous écouter. Ça va être bon pour vous. Donc, sur ces sages paroles, je commence avec toi, Vicky. Oui. Vicky, tu es une femme très inspirante. Tu es une entrepreneur visionnaire, tu es une stratège, comme je disais, en com, la pro du marketing. Tu as cofondé en 2006 l'agence de communication Bicom, que tu as dirigée pendant plus de 15 ans. Durant ces magnifiques années, Bicom est devenue une des agences les plus reconnues au Canada, avec des bureaux à Montréal, à Toronto, ensuite à New York et à Paris, un portefeuille de clients prestigieux. Tu avais tout co-construit ça. Et ce qui ressort vraiment quand on lit sur toi, c'est que, ce faisant, tu étais restée vraiment la personne qu'on connaît, qui met l'humain au cœur de tout son travail, qui est une personne intègre, passionnée, rigoureuse. Oh mon Dieu, je peux mourir, c'est mon biologie. Mais c'est vrai, j'ai tout lu ça sur toi. Puis là, ce que je me demande pour commencer, c'est que toi, tu avais tout bâti ça. Ouais. Puis là, tu t'es dit, hey, je pourrais peut-être repartir à neuf et lancer Heylist. Ce que tu as fait. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à quitter? Tu continues à être advisor puis à être présente chez Bicom, mais ce nouveau bébé-là qui est Heylist, déjà, qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette nouvelle aventure-là alors que tu n'avais pas la nécessité de prendre ce risque-là? C'est une très bonne question. En fait, je pense que c'est un mélange. Dans ma personnalité, je crois que j'ai cofondé l'agence avec Marie-Noël, qui était mon associé extraordinaire à qui je dois la qualité de ma vie actuelle, là, en fait. Puis elle m'appuie dans ce nouveau projet-là aussi, moins dans les opérations, mais elle est investisseur aussi avec moi là-dedans. Mais en fait, c'est un concours de circonstances doublé du fait que j'aurais probablement pas été employable. OK. Donc, comment je l'explique, en fait, c'est que dans mon parcours entrepreneurial, j'ai tout le temps eu des nouveaux défis. Ouais. J'ai toujours, justement, là, te parler des ouvertures de bureaux, d'aller chercher des plus gros clients, d'offrir des nouveaux services, de développer sur différents marchés, de s'adapter tout le temps parce que l'industrie changeait. Donc ça a beaucoup nourri mon besoin constant d'apprendre. Ouais. Puis, l'équipe a grandi. Aujourd'hui, c'est une quarantaine d'employés. On a des VP, Paulina, Laetitia, qui sont exceptionnels. Qui managent les équipes. C'est comme si l'entreprise est arrivée à une certaine maturité où tout allait bien. Ça demande toujours beaucoup d'efforts de rouler une business, d'aller chercher des clients, tout ça. Mais au niveau du développement comme tel, moi, j'arrivais à un moment où j'avais comme peut-être envie d'explorer autre chose, mais qui demeurait dans mon champ d'expertise. Donc, j'ai vu une opportunité dans le marketing d'influence qui était d'activer des plus petits créateurs, des gens qui ont 10 000 abonnés et moins. Ça a d'abord débuté dans un projet pilote chez Bicom. Ça s'appelait B-Nation. Puis finalement, on l'a sorti puis c'est devenu une entreprise à part entière. C'est une plateforme technologique qui permet aux agences puis aux marques de faire des campagnes de marketing d'influence avec des petits créateurs, mais de façon toute automatisée. Ouais. Donc, dans ce processus-là, j'ai appris à faire une ronde de financement, aller chercher des investisseurs, ensuite trouver les bonnes personnes pour le développement technologique. J'ai un chef de la technologie, Alexandre, qui est exceptionnel. On a Nico, qui est notre chef de l'expérience, qui lui s'occupe du design, tout ça. Fait que je me suis comme plongée dans un environnement que je connaissais pas, mais avec un sujet avec lequel j'étais confortable, puis en ayant quand même eu la preuve que les clients étaient intéressés par ça d'abord. Donc, je me suis lancée dans le vide, mais relativement
de façon confortable aussi. Puis surtout avec l'appui de Marie-Noël, on se parle à tous les jours. À matin, j'avais une angoisse, là, j'avais dit quelque chose hier, puis c'est la première personne que j'appelle, puis qui me rassure, puis qui me calme. Puis elle est super heureuse aussi dans le développement de l'agence aujourd'hui. Elle a repris des volets des choses que moi je faisais. Moi, là, dans le business, je vais me retrouver à faire des RH puis des finances que je faisais moins avant. Fait que les deux, on continue d'apprendre puis supporter. Puis on a d'autres projets ensemble, on a de l'immobilier, on a d'autres compagnies, j'en parle même pas aux gens pour pas les étourdir, mais on a plusieurs projets ensemble, tu sais. Wow. Fait que je pense que ce contexte-là d'avoir Marie à côté de moi, puis qu'on supporte les deux, puis qu'on se propulse mutuellement et ensemble, je pense que c'est la raison pour laquelle une des grandes raisons pour laquelle je l'ai faite. Ouais. J'ai pas lu sur elle autant que je l'ai fait sur toi, mais... Elle est super discrète. Mais elle est exceptionnelle. Puis récemment, elle a fait un podcast avec le groupe Avego que je vous invite à aller écouter. Oui. Où là, c'est vraiment elle qui parle. Elle parle beaucoup de notre relation, mais elle parle de comment elle est. C'est vraiment, j'ai toujours appelé la gardienne du bonheur. Si tu penses que je suis tournée vers l'humain, elle, c'est comme 5 fois plus. Là, elle s'assure toujours que tout le monde est bien. Elle a 600 amis. C'est vraiment une rassembleuse, là, mais pour les bonnes raisons. Tu sais, elle se met jamais de l'avant, elle est jamais en représentation, elle est vraie, elle est authentique. Wow. Non, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Wow! Ah, c'est beau de trouver sa personne comme ça, professionnellement. Ouais. C'est vraiment heureux. Ah, c'est une chance, en fait. Ouais. Ben, tu l'as Oui, créé, ta mais chance. dans les partenariats d'affaires, là, c'est quand même assez rare. Écoute, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. On a timé nos familles. On n'a pas eu nos enfants en même temps. On va en voyage ensemble. Je veux dire, c'est vraiment une relation particulière, là. C'est comme de la famille parce que nos parents, on est très différentes de personnalité, mais nos parents nous ont inculqué les mêmes valeurs. Ouais. Tu sais, de partager puis de... Tu sais, oui, on veut faire de l'argent, mais dès qu'on en a un peu, genre, si on peut, on redonne. Puis finalement, ça en ramène plus. Fait que, il y a comme, j'appelle ça le business karma, là, de faire tourner les choses, mais on se rejoint beaucoup là-dedans. Oui, parce que tu t'impliques dans différentes causes. J'ai de la misère à dire non. Ah ouais, hein? Ben on le voit ce matin. Merci d'être là. Ça fait super plaisir. Je me tourne vers toi, Rosalie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Rosalie, qu'on dit notre belle jeunesse. T'es née en 93 à Montréal. Rosalie, tu travailles la peinture à l'huile, puis tu la réactualises dans une démarche qui aborde l'identité, tu abordes la représentation de soi, de l'autre, à travers ta technique de peinture classique que tu as acquise, notamment à travers tes études au Cégep du Vieux-Montréal, mais pas que, parce qu'au Cégep du Vieux-Montréal, on fait beaucoup la grève. Non, je n'y ai pas. Mais la grève à l'époque. Ah, pas vrai? Ah oui? C'est récurrent, ça. Il fait bon y vivre. Après ça, tu as approfondi ta formation à la Florence Classical Art Academy en Italie. T'es allée te former. Je trouve que ça paraît dans ton travail qu'il y a quelque chose de ça paraît encore beaucoup, là, les influences que j'ai eues à ce moment-là. Ça avait toujours été un rêve depuis tout petite. Wow. Puis c'était extraordinaire, en fait, d'aller là-bas. Puis, Puis ce qui était étrange, c'est que j'étais dans une école russe à Florence. En tout cas, petite parenthèse, mais c'est ça qui est quand même spécial. Oui, est-ce pour ça que le nom a changé? Oui, ils ont changé leur nom. Avant, c'était la Russian Academy. Puis là, ils ont changé leur nom. C'est ça. Adapté. Oui, c'est très bien. Tu t'es spécialisée là-bas en dessin, en peinture académique. Puis en 2018, tu es allée faire t'as été diplômée du baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval. Mm-hmm. Et pendant ce cursus-là, tu as fait un échange avec l'École des beaux-arts de Marseille. Ouais. Fait que, ce que je me demandais d'emblée, là, c'est qu'est-ce qui t'a amené à aller à l'extérieur de ce que tu peux trouver soit à Québec ou à Montréal comme formation, puis pourquoi tu as ressenti cet appel-là vers d'autres ailleurs pour aller chercher des choses que peut-être tu trouvais pas? Oui, ben c'est exactement pour ça, en fait. C'est que j'avais même fait mon secondaire dans un programme d'art plastique, le cégep aussi, puis après ça, je sentais que je voulais vraiment apprendre, on va dire, les beaux-arts plus classiques, puis je le trouvais pas au cégep, puis je me faisais dire qu'à l'université, c'était encore pire, dans le sens que c'était une approche plus conceptuelle, plus multidisciplinaire. Puis moi, j'ai toujours voulu apprendre à dessiner ce que je voyais avec perfection. Tu sais, le portrait m'intéressait, la représentation de la figure humaine. Puis je savais que c'était quand même des sujets qui méritaient
on va dire, plus d'attention au niveau du temps qu'on mettait à apprendre ça. Puis ça, j'avais envie de faire comme une année intensive de beaux-arts classiques. Puis c'est ça que j'ai fait à Florence, dans le fond. C'était une école vraiment comme dans l'ancien temps, là. Tu sais, on avait des modèles vivants, on faisait des natures mortes, on apprenait l'anatomie. Donc, c'était comme, pour moi, c'était un rêve. Puis ça a été une année super dense, super concentrée. Puis, tu sais, aussi juste sur le plan humain, toutes les rencontres que j'ai faites, tu sais, c'était une école internationale. Il y avait des jeunes artistes qui venaient de partout. On était tous des crinqués, pareil. Tu sais, on faisait notre journée à l'école, on restait le soir pour poser chacun notre tour, pour continuer à dessiner, à peindre. Fait que c'était, en tout cas, c'était vraiment magnifique. Puis juste le contexte de Florence, là, je veux dire, c'est un musée à ciel ouvert. N'importe où, tu peux t'asseoir avec ton carnet puis sketcher des sculptures. Donc moi, ça m'a beaucoup inspirée. Puis juste toute l'histoire de l'art, tu sais, j'ai toujours été attirée par les artistes, la période de la Renaissance italienne. Puis oui, c'est ça, ça apparaît encore dans mon travail, je pense. Là. Donc ouais, c'est ça, j'ai été vraiment nourrie par ça. Là. Puis c'était ça mon objectif. Puis c'est ça. Puis après ça, Marseille, c'est juste aussi, tu sais, j'avais envie de retourner en Europe. Puis c'est ça, c'est des expériences tellement belles, tellement enrichissantes. Ouais. Ah oui, hein. Puis c'est sûr que ça a porté ses fruits parce que quand même, tu es encore dans ta première décennie professionnellement. Puis déjà, tu as exposé au Musée national des beaux-arts du Québec, au Frauen Museum de Bonn en Allemagne. Le musée de la femme. Voilà, merci. En Allemagne, Et oui, c'est génial. Tu as aussi présenté ton travail dans la Future Fair à New York l'année passée. Ouais. Fait que déjà, on sent... Puis je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, c'est pas ce qui est enseigné ici à l'université, c'est beaucoup plus conceptuel, on est dans vraiment d'autres types de pratiques, mais ça trouve écho. Ce travail-là que tu fais, il y a un public, une belle réception, ça fonctionne bien, parce que justement, je pense tu as la technique classique, mais tu l'amènes dans une contemporanéité. Exactement. Là, si tu résumes ma démarche, c'est pas mal ça que j'essaie de faire. C'est comme de prendre une technique puis peut-être des sujets qu'on connaît comme plus traditionnels, comme le portrait, la nature morte, la figure humaine, voire même le nu, puis de twister ça pour que ça soit contemporain avec des enjeux, aussi une approche plus féministe. T'sais, moi, je suis consciente que je vais comme chercher, puiser dans un bagage de l'histoire de l'art puis de la peinture qui est très avec un regard masculin, tu sais. Puis ne serait-ce que juste l'accessibilité des femmes, tu sais, ça a pris du temps avant que les femmes puissent faire même du nu, apprendre la figure humaine, donc accéder aux sujets qu'on considérait comme les sujets plus nobles, là, comme de représentation, les sujets plus historiques. Fait que pour moi, tu sais, c'est comme avec ce bagage-là, c'est comme comment je peux tout prendre ça puis en faire quelque chose d'actuel, mais tout en ayant comme ma technique plus classique, plus traditionnelle. C'est vraiment, c'est là-dessus que je réfléchis, là. Puis tu sais, à travers les années, ma pratique évolue, mais je dirais que l'espèce de filon qui reste, c'est comme toujours mon approche féministe là, en peinture. Puis c'est ça. Des fois, c'est plus subtil, dépendamment des séries, dépendamment des tableaux, mais comme c'est toujours là, puis ça nourrit vraiment le regard que je porte sur mon travail ou juste sur comme les sujets que j'ai envie de représenter. Oui, puis tu dis ta pratique, elle évolue, puis c'est le cas, tu sais, on voit en tout cas dans ta dernière série l'intégration de... Tu collabores avec le AI maintenant? Ben oui. Hein? Vous êtes rendus potes? Oui. Ben écoute, c'était pas une relation qui a bien débuté. Non? Parce que c'est pas pour rien que je fais de la peinture à l'huile. Moi, tout ce qui est comme technologie, je suis comme un peu... pas très à l'aise, mais non, tu sais, j'avais une curiosité pour ça, puis oui, c'est ça, c'était plus dans une recherche un peu de brainstorming. Au début, j'étais curieuse, je me disais, tu sais, il y a tellement de monde qui utilise ça aujourd'hui, ça peut bien apporter quelque chose. J'ai commencé un peu comme à voir les possibilités, des images que je pouvais créer, qui pouvaient devenir comme un peu des outils de référence pour mes maquettes numériques, là, parce que, tu sais, moi, vu que j'ai été formée dans la tradition plus classique, j'aime ça avoir une référence visuelle quand je peins. Fait que la plupart du temps, mes sujets, c'est des vrais sujets, tu sais, comme mes corps recouverts, c'est des vrais modèles que j'ai recouverts pour de vrai, tu sais. C'est pas quelque chose que j'imagine. Puis là, je voulais transposer ça, mais dans mes nouveaux tableaux, en fait, c'est mes paysages à l'arrière-plan qui sont comme recouverts. Puis ce que je voulais faire, c'est comme, je me suis dit, ben là, parce que je peux bien faire des petites maquettes puis recouvrir ça, puis là, mais je suis comme, mais si je demandais à l'intelligence artificielle de, comme, un peu faire à partir d'images de tableaux que j'ai fait, puis faire un genre d'hybridation aussi avec des tableaux de la Renaissance italienne, de paysages que j'aimais, faire un genre de mix, puis voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis là, moi, j'utilise ces images-là un peu comme des banques de référence pour les paysages à l'arrière-plan de ma nouvelle série, là, ma série Transparaître. Fait que c'est ça, mais tu sais, oui, c'est pour moi, c'est nouveau, puis je suis encore comme, je suis pas sûre, parce que ça soulève aussi plein de questions au niveau des enjeux, même juste tu sais, écologiques, des droits d'auteur. Il y a beaucoup d'artistes qui sont contre ça, puis
sais, moi, je suis une artiste contemporaine, tu sais, c'est un élément de notre réalité aujourd'hui, on deal avec ça. Fait que comment je peux un peu jouer avec ça pour me l'approprier? Puis je pense qu'une fois que c'est transposé avec une technique classique de peinture à l'huile, ça prend comme un autre sens, en tout cas. Mais moi, je trouve ça super intéressant que tu l'explores. Ouais, ben, tu arrives avec curiosité puis ouverture avec quelque chose qui est comme incontournable, que tu peux te braquer contre ou essayer de voir comment tu peux naviguer avec ça, puis peut-être que ce sera pas ton truc, puis ce sera la première puis la dernière, mais je trouve ça super simple. Hein? Oui, je l'essaye. Ben oui! Bon, en tout cas, ce que j'ai vu à Plural, c'était magnifique. Alors, puis, c'est ça, Vicky, toi aussi, évidemment, le AI fait partie de ta vie, hein? Puis c'était pas non plus ton champ d'expertise, comme tu l'as mentionné brièvement plus tôt, mais je me demandais comment t'as conjugué avec cette intelligence artificielle? Comment tu t'es plongé là-dedans? Ben, en fait, nous, on est super chanceux. Là. On a 2 scientifiques de données au bureau dans l'équipe de développeurs technologiques. Un ingénieur, data engineer and data scientist, puis notre scientifique de données, c'est une fille. Je le mentionne parce que nous, on a beaucoup de filles dans notre équipe de tech. Vous êtes 70 je pense? Dans la compagnie en global, puis je pense que la division tech, c'est 50-50. Cool. Mais en fait, moi, je suis curieuse, fait que puis j'ai Shamelessly, je l'ai utilisé pour rédiger des documents, puis voir jusqu'où je peux aller, puis mettre les choses dans mes mots. Mais tu sais, je l'utilise, mais j'adore écrire, fait que je retourne toujours puis en même temps, tu l'entraînes, hein? Ah oui. Tu peux entraîner tes modèles à ce que ça te ressemble de plus en plus dans ta façon d'écrire, de dire les choses, d'être plus familier, moins familier. Je l'utilise beaucoup en anglais, qui est pas ma première langue, pour pouvoir, des fois, des situations, des subtilités. Au final, c'est mes calls, c'est ce que je veux dire, c'est comment je veux faire valoir mon point, mais d'avoir une aide pour adoucir les coins, des fois, je trouve ça bien. Moi aussi, là, translation, c'est ça. C'est pas la même chose que Google Translate. Mais pour revenir à ta question de AI, nous, comment on l'utilise dans la compagnie, puis un de mes chevals de bataille, un des projets que je veux qu'on mène à terme sur lesquels l'équipe travaille déjà, c'est que dans ce qu'on fait, il existe des engins de recommandation où on dit « T'as aimé cette influenceuse-là, fitness, blonde, parfaite, voici 5 filles qui lui ressemblent ». Nous, on veut défaire ces biais-là puis travailler à entraîner un algorithme qui va être basé sur, tu veux rejoindre la population de Mississauga, ben ce sont des gens, je sais pas moi, X% est originaire de l'Inde. Voici à quoi ressemble la population locale. Voici, ça pourrait être une façon d'explorer des look-alike, mais qui sont look-alike, pas physiques, mais où est-ce que à qui tu veux t'adresser. Puis après ça, tu as tout le volet performance. Tu sais, tu veux travailler avec un créateur de contenu parce qu'il y a beaucoup d'engagement ou parce qu'il y a beaucoup de vues ou parce qu'il rejoint tel type d'audience. Moi, je veux qu'on utilise l'intelligence artificielle au-delà de l'image, en fait, des gens, pour pas toujours présenter puis proposer. Tu sais, c'est pas la vraie vie. Tu sais, on l'a vu beaucoup là avec les mouvements pour l'inclusion dans les dernières années au niveau des comédiens, au niveau de, tu sais, d'avoir de la diversité dans les publicités, tout ça, des modèles pour que les gens puissent se reconnaître. Je trouve qu'on est encore bien loin. Je fais l'exercice avec mes enfants des fois qui écoutent la télé plus que moi là, puis on voit des pubs, des messages publicitaires là. Tu sais, c'est encore très blanc, 45 ans. Fait que, mais je veux que dans l'influence, on permette aussi à des créateurs issus de la diversité de commencer à créer du contenu puis éventuellement pouvoir grandir puis avoir des collaborations. Je veux juste que ce soit représentatif le plus possible. Oui, c'est pas normal qu'on voit juste une face, mettons, un type c'est ça, de ou personne. Puis de s'arrêter à juste l'apparence. Puis c'est ce que je trouve beau avec les petits créateurs qu'on active, c'est que c'est pas toutes des super bombes, des critères physiques habituels qu'on connaît. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des petits défauts, ou même on a une créatrice qui a du strabisme. Son contenu performe super bien. Et moi, je la trouve belle au bout. Puis, tu sais, ça me fait, je sais pas. Il y a de quoi que je trouve le fun dans le fait d'utiliser le AI pour essayer de faire le contraire. Oui, ce que ça fait. Oui, mais de construire les codes. C'est vraiment super intéressant. Bravo. Puis en fait, moi, ce que mon CTO m'expliquait, c'est que là, en fait, il faut créer des biais. Ça n'existe pas du AI sans biais. Là, il faut créer des nouveaux biais qui sont favorables à tel type de contenu. OK. En tout cas, c'est super compliqué, mais je connais rien là-dedans, mais
j'adore justement, là, quand César puis Bahar, ils nous expliquent les choses, les modèles qui ont entraîné. Là, il y a comme des points qui se fait. Puis là, il y a comme, on dirait qu'il y a d'autres dimensions parce que là, l'information se relie. Et moi, j'ai comme mon cerveau, il triple. Ouais. C'est super intéressant. Puis toute la physique quantique, là, je rentrais pas là-dedans, là, mais tu sais, je connais presque rien. Mais je veux dire, il y a tellement de choses excitantes par rapport à tout ce qu'on connaît pas aussi. Oui, tu sais. oui. Puis quand il y a de la nouveauté, c'est ça, il y a comme deux façons de le vivre. Soit tu te braques, tu te dis ça, c'est pas pour moi, ou soit tu t'y intéresses. Oui, ou tu essaies d'apprivoiser et de comprendre. Oui. Oui. Des fois, je me dis, parce que moi, je suis vraiment pas techno. Puis, mais tu sais, mon chum, il fait plein d'affaires. Puis là, je regarde ça, puis là, j'essaie de faire des affaires. Puis je me dis, c'est comme quand, à un moment donné, l'ordi est arrivé. Tu sais, il y en a qui se disaient, oh non, moi, je garde la dactylo. Tu sais, mais à un moment donné, tu vas être dépassé, là. Il faut que tu embarques dans le train. Au moins que tu essaies de comprendre. Après, si c'est pas ton truc, c'est pas grave. T'as raison. Moi, j'adore ta démarche de merger les deux, tu sais. Oui. Oui. On prend un peu des deux, du meilleur des deux mondes, puis on met ça ensemble, puis là, c'est très bien, très heureux. Oh, oui. Là, on rentre dans le core du sujet. Parce que, tu sais, on parle de réseaux sociaux, etc. Puis c'est rare là, qu'on a une sommité comme ça en com et marketing. Donc, on va en profiter, Vicky. Parce que quand on parle de réseaux sociaux, on entend souvent le terme, là, le brand personnel, tu sais. Le brand personnel, puis je me dis, c'est sûr que pour les artistes visuels, ça les atteint aussi. Tu sais, moi aussi, j'ai un travail, une business. Tu sais, mon brand personnel, je me dis, j'ai deux questions. Premièrement, c'est quoi un brand personnel, un bon brand personnel? Tu sais, comment on peut savoir si notre brand est bon ou je sais pas si c'est ça, ou en tout cas. Puis comment, tu sais, comme artiste visuel, on doit s'intéresser à ça, j'imagine, ou pas. En tout cas, on creusera ça dans le champ des arts visuels. Là. Oui, mais ouais, le brand. Je pense que Vicky a plus de choses à dire. Mais non, mais ben c'est encore drôle. Tu sais, moi, je pars de. Tu sais, j'ai donné des conférences, par exemple, sur le PDG influenceur. Tu sais, je pense que quand tu es à la tête d'une entreprise, tu peux choisir de te cacher à tout jamais, ou tu peux t'en servir pour incarner les valeurs de ton entreprise. Ça peut t'aider à recruter des employés, ça peut t'aider à plein de choses au niveau même du développement d'affaires, de la visibilité de ton entreprise, tout ça. Mais tu sais, ça doit être fait. Tu sais, il y a des faux pas qui sont faits aussi dans ce créneau-là où, tu sais, si tes employés n'ont pas eu d'augmentation puis tu es en vacances à Saint-Barth en Tchèque, là, c'est comme moyen. Fait que, tu sais, ça doit être fait quand même avec une certaine modestie. On parle de ça, la sobriété, la modestie numérique, des fois, là, de pas étaler nos richesses, nos plaisirs quand tout le monde a de la misère à faire l'épicerie, tout ça. Je pense que c'est des choses que les gens doivent être consciencieux. Fait que pour revenir à ta question, le brand personnel, qu'est-ce qui fonctionne bien? Je pense que c'est quand tu dénatures pas toi-même, que tu parles de choses qui t'intéressent vraiment. Dans mon cas, à moi, ma plateforme de prédilection, c'est LinkedIn. Je suis là depuis le début, j'accepte tout le monde. Je fais pas de triage ultime de qui rentre dans mon réseau ou pas. Fait que ça m'a permis d'être favorisée par l'algorithme, puis d'être exposée à plus de monde, puis avoir plus de commentaires. Puis, tu sais, c'est vraiment particulier parce que moi, je fais ça dans mon travail. En agence, je l'ai fait longtemps, la consultation pour les autres, mais là, c'est comme la première fois que je me retrouve un peu dans cette position-là d'être mise en avant. Puis, c'est vraiment fascinant parce que c'est comme... Des fois, je trouve ça dangereux parce que j'ai des filles qui me disent, là, moi, j'ai eu 2 enfants. Aujourd'hui, ils ont 7 et 11 ans. Mais tu sais, quand ils étaient plus jeunes, je roulais à la même vitesse qu'aujourd'hui. Puis le monde disait, hey, ça me fait du bien quand je te vois en ligne. Tu sais, j'ai l'impression que tu es capable de tout faire puis tout ça. Puis j'étais comme, hey, moi, je pleure en boule le soir. Des fois, j'ai le goût de vomir des fois le matin en me levant. Tu sais, je trouvais, mais tu sais, je me disais, sans devenir drama, sur LinkedIn, surtout que c'est peut-être pas la meilleure plateforme. Mais tu sais, je me disais, j'ai une responsabilité de pas montrer juste que toute ma vie est parfaite, que je gagne des prix, que tout est facile, que, tu sais, je trouve que ça vient qu'une responsabilité. Fait qu'à partir de là, je me permets quand même de créer du contenu des fois où, tu sais, j'ai fait mon drama il y a pas longtemps. J'allais donner une conférence au Centre-Ville. On a eu une méga tempête cet hiver, là. Oui. J'étais comme, hey, il y aura pas un chat. Genre, pourquoi je fais ça? Je suis dans le jus, j'ai pas le temps. Je me maquillais dans le métro. J'ai braillé avant de monter en haut à l'incubateur de McGill. De Concordia, district 3. J'étais sur le trottoir, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Il n'y aura pas un chat.
Pourquoi je fais ça? Je suis brûlée. Là, j'avais des affaires avec mes co-founders qu'il fallait qu'on règle. Puis ça avait comme pas rapport que je sois là un soir de semaine. Puis finalement, il y avait comme 40 personnes dans la salle qui étaient des gens de LinkedIn que je ne connaissais pas, qui avaient vu ça puis qui étaient là. Que ces gens-là s'étaient déplacés. Malgré la météo puis malgré... Puis là, j'étais comme, OK, fait que eux, ils veulent apprendre quelque chose. Moi, faut que je show up. On avait dit qu'il y aurait des anglicismes. I need to show up. Puis d'être inspirante pour eux pendant ce moment-là, puis de répondre à leurs questions, puis d'être complètement là. Puis ça a été un moment, je te dirais... Tu sais, j'ai parlé devant 800 personnes des fois dans des grosses conférences. Là, on était 50, là, mais genre, c'est un des moments que je vais me souvenir tout le temps parce que je me suis rendu compte que au-delà des réseaux sociaux, les communautés que tu crées d'intérêt, moi, en tout cas, quand je suis en personne, comme là, je suis en personne avec vous, ça me redonne tellement d'énergie. Tu sais, je suis vraiment sensible à ça, là, tu sais, de donner, mais d'échanger, puis de recevoir, puis... Fait que je pense que le branding personnel, faut que ce soit aligné sur toi pour que ces moments magiques-là, ils se passent puis que les gens soient pas full déçus. Oui, quand ils te rencontrent, là, ils sont pas comme « Ah, mais c'était drôle, tu sais! » C'est ça. À un moment donné, tu sais, je suis bête des fois, puis... Mais je suis pas sûre que je pourrais vivre avec le fait d'être connue, là, comme certains de mes amis, là, qu'il faut qu'ils se maquillent pour aller à l'épicerie, là. Oh là! Non. Tu sais, je sais pas si... Tu serais bien avec ce niveau-là d'être toujours en interaction avec des gens que eux te connaissent puis toi tu connais pas. Ouais, ça je trouve ça bizarre. Ça, c'est un peu particulier. Je vis pas ça, mais non. Ça doit être particulier. Ça doit, faut comme accepter ça à un moment donné. Si tu te mets de l'avant beaucoup, ça va t'arriver. Puis là, ben. Mais tu sais, je pense qu'il faut que ce soit fait avec pour les bonnes raisons ou avec confort aussi. Oui, avec confort, Si tu mets un président d'entreprise qui est zéro confortable, ses réseaux sociaux ou en entrevue partout, puis qu'il a le goût de mourir, ça passera pas bien non plus. Non, on va rien vivre là, avec cette personne-là. Là. Non, ça attirera pas beaucoup d'employés non plus. Non! Mais toi, je peux rebondir par rapport à ce que tu disais, tu sais, le lien comme avec la communauté. Tu sais, moi, en tout cas, le côté positif là, des réseaux sociaux, c'est vraiment ça que je vois. Je trouve que, tu sais, c'est comme de maintenir un lien avec sa communauté, les autres, nos collègues artistes, tu sais, parce que c'est très solitaire, en fait, le métier d'artiste. On est beaucoup seul dans notre atelier, puis, tu sais, les événements où est-ce qu'on présente notre travail, c'est pas, quand on regarde dans l'année, c'est pas tant que ça. Non. Fait que ça permet comme de maintenir un lien, puis de faire comme, hey, j'existe encore, là, même si je suis comme, j'ai pas sorti de mon atelier, ça fait 3 mois, là. Fait que c'est ça. Pour moi, ça, c'est vraiment le côté positif. Découvrir des artistes dont j'aime le travail, tout ça. Mais moi, j'ai quand même un malaise par rapport à toute la game des réseaux sociaux. C'est pour ça que, tu sais, moi, je vais plus jouer la carte vraiment professionnelle. Je vais pas vraiment parler de moi d'une manière personnelle. C'est vraiment comme, je mets de l'avant mon travail, les raisons qui le motivent, tout ça. Inviter les gens quand que, je vais présenter mon travail, tout ça. Mais c'est ça, j'ai quand même un malaise avec ça. Je trouve qu'il y a un petit côté vicieux aussi par rapport au regard qu'on porte sur, mettons, notre travail, quand on réalise, telle publication, plus d'engagement, OK, est-ce que c'est parce que le sujet de mon tableau, est-ce que c'est parce que, je devrais plus miser là-dessus? Tu sais, des fois, ça vient comme influencer ça, puis c'est ça que j'aime pas. Oui. Puis, c'est, en tout cas. Parce que des fois, ça veut pas dire, mettons, que c'était pas un bon sujet. Non, c'est juste l'heure que t'as posté l'engagement, là, c'est ça, c'est un bon moment cette semaine-là, tu sais, exactement, tu sais, puis des fois, je trouve que c'est ça, c'est pas super tout cet aspect-là de comment ça nous fait après ça penser à notre travail, puis fait que puis j'ai réalisé assez vite au début que quand je faisais des publications, est-ce qu'on me voyait? Tu sais, que, on voit l'artiste, tu sais, là, tout d'un coup, les gens aiment ça, tu sais, fait que c'est comme, je devrais-tu plus faire des photos de moi à côté de mes tableaux, tu sais. Puis moi, j'aime pas tant ça me mettre de l'avant, c'est comme, peut-être je devrais le faire plus, mais on dirait que c'est ça, j'ai un petit malaise par rapport à ça, mais, fait que je sais pas, je sais même pas c'est quoi mon branding, là, tu sais, je me demandais, coudonc, j'ai-tu un branding, je sais pas. Mais il y a des artistes, tu sais, tu sais, leur Instagram, par exemple, c'est vraiment professionnel, c'est ça, mais tu sais, ça permet, t'as quasiment le portfolio, tu sais, à portée de main. Moi, je trouve ça super intéressant parce que... Je pense que d'abord, c'est peut-être plus ça, mon branding. C'est peut-être ça, hein? En tout cas, moi, quand je cherche à collaborer avec quelqu'un, je trouve ça tellement... Tu sais, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais tu sais, souvent, je vais chercher, mettons, OK, on va mettre de l'or dans tel événement, parfait. Là, j'ai mon sujet, là, je cherche quelqu'un, ben
j'aime ça quand sur le profil, je vois facilement c'est quoi ton type de travail, tu sais, quel médium, c'est quoi tes sujets, tout ça. Puis tu sais, après ça, tu sais, je peux voir un peu de ta vie, tout ça, c'est correct, mais j'aime moins quand c'est à l'air trash. Ça m'énerve. J'ai l'impression que tu vas être pas fiable. Tu sais, si je te... Ouais, moi, je juge. On doit tous le faire. En fait. Ah, peut-être, hein. Mais tu sais, je suis comme, tu sais, ça a l'air désorganisé. Ouais. En même temps, il y a plein d'artistes qui sont désorganisés, puis je les aime d'amour. Mais, tu sais, pense quand que tu ça aussi, connais c'est pas un la branding, personne- tu sais, des fois, de comme faire des posts un peu comme de photos dump, je sais pas trop comment Ouais, on ouais. appeler ça, mais tu sais, comme des photos de plein d'affaires qui n'ont pas rapport. Ouais. C'est cool. Ouais. Mais des fois, j'aime ça voir, tu sais, comme, C'est ça. OK, ta vie un peu, Genre de tout petits ça. sneak peek de la vie. Oui, c'est oui. ça. Mais moi, je fais pas ça du tout. fais On pas dirait que ça. je me sentirais comme... Je saurais pas comment faire ça. tu sais. Ah ouais. Bah, Moi, je suis moins dans le milieu de l'art, mais je me fais tout le temps un devoir quand j'aime des œuvres, tout ça, de bien noter le nom de l'œuvre, l'artiste, pour toujours comme donner de crédit. Puis ça m'est arrivé récemment justement d'aller voir une collection privée, puis de trouver un truc super chouette, puis de le poster avec mon petit morning meditation, avec mes petites quotes du matin quand je fais ma méditation. Fait que je me garde des belles photos, puis je mets des petits trucs par-dessus. Puis la fille, elle m'a écrit hey, merci tellement. Puis là, finalement, j'ai su qu'elle était à Mexico, puis qu'elle a un show à Montréal en 20, je l'ai noté là, mais en 2026. Ouais. Là, on s'est comme mis à se parler, puis c'est sûr que je vais aller la voir, puis je vais la suivre, tu sais. Mais j'ai comme été en contact avec l'artiste d'une façon complètement impromptue, puis sinon, j'ai une œuvre à la maison que je suis l'artiste en ligne, puis des fois, je vais voir qu'est-ce qu'elle vient de faire. Tu sais, j'ai pas les moyens de racheter tout de suite, par exemple. Ouais. Mais je me dis, tu sais, je trouve ça le fun. C'est comme si ça me donne accès aussi à son univers créatif. Ouais, ça maintient comme le lien avec l'évolution du travail, tout ça. Ouais, Moi, je le vois un peu comme ça. Tu sais, je me dis, justement, tu sais, des gens, exemple, qui m'ont acheté une œuvre il y a quelques années, je me dis, tu sais, ils vont peut-être pas m'en racheter une, ils vont peut-être mais eux autres, ils aiment ça, voir l'évolution. C'est comme si, ils pouvaient visualiser un peu comme, le moment où ils m'ont rencontré puis tout le parcours que j'ai fait. Fait que. Oui, puis ça devient une vitrine aussi, tu sais, s'ils veulent montrer à leurs amis ce que tu fais. Oui, absolument. C'est vraiment une carte de visite. C'est comme maintenant, le site web est comme, j'ai un site web, mais j'ai l'impression que c'est plus comme quand tu rencontres d'autres artistes, c'est comme, c'est quoi ton Instagram? C'est vrai. Tout de suite, tu vas voir. Ça va beaucoup par là. Ouais, c'est vraiment important, là. Je pense qu'il faut, on n'a pas le choix, je pense que, en tant qu'artiste aujourd'hui, de comme un peu s'intéresser à ça puis se forcer là pour j'ai l'impression malheureusement que ça fait partie des tâches là d'autopromotion de se mettre de l'avant puis tout ça. En tout cas, moi j'ai vu vraiment ce que ça m'a apporté quand j'ai commencé à faire ça plus sérieusement. J'ai vraiment vu les retombées qu'il y a eu directement dans ma carrière à cause des réseaux sociaux là. Wow. Ouais. C'est intéressant. Puis, tu sais, il y en a pour qui ça vient plus naturellement, puis il y en a pour qui c'est un effort, tu sais, puis il faut le mettre comme à l'agenda. Tu sais, OK, je vais faire un post là, je suis en train de peindre, je vais me filmer, nanana, tu sais. Faut y penser. Je pense que honnêtement, ça devient comme un mindset de toujours dire, mettons, moi, pour mon LinkedIn, je regarde mon agenda, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que là, je donne une conférence là, j'ai un événement là, je m'en vais en voyage à telle place, je vois un truc ou quelque chose qui résonne, je le note pour plus tard. Fait que, tu sais, ça devient comme des réflexes de agréger du contenu. Puis après, puis là, moi-même, je suis coordonnée à la chaussée, là, des fois, ça fait comme une semaine que j'ai pas posté sur LinkedIn, puis là, il me boude, là. Genre, je raconte une histoire incroyable, puis genre, tout le monde s'en fout parce que personne l'a vu, là. Puis là, je suis super déçue. Il est bien plat! Non, mais c'est des algorithmes. Oui, c'est ça! C'est comme un rythme. Fait qu'il faut vraiment se discipliner. Mais j'en reviens au point que... J'aimerais ça comprendre les algorithmes. Mais ça change souvent aussi. C'est ça. Des fois, je suis comme mon expérience d'il y a une couple d'années, mettons, par rapport à Instagram, des fois, c'est plus ça que je remarque. Ouais, ben, des fois, tu fais juste une petite recherche, puis tu trouves un article comme super rapide de mise à jour. C'est quand le meilleur moment pour poster dans la journée. Quel type de contenu est plus promu? C'est un carrousel, un reel, une story. Tu sais, c'est souvent mis à jour, c'est facile à trouver. Quel bon! Mais tu sais, l'idée, c'est vraiment de prendre toutes les opportunités de créer du contenu. Tu rencontres quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu peux prendre une photo avec, que tu vas réutiliser dans 6 mois, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est comme un mindset. Faut avoir les bons réflexes. Je pense que j'ai pas les bons réflexes. Ça se développe, hein? Oui, parce qu'il y en a qui l'ont naturellement, tu le vois, là, sont tellement... Oui, mais après, c'est ça. Tu veux pas être la personne tannante qui est pas capable de souper avec ses amis au resto, là. Comme d'être dans le peu lourd, hein? Oui, totalement. Moi, je fais ça, je m'excuse. Mais, tu sais, des fois, je suis comme, on fait des photos, les filles sont là. Quoi? Lâche-nous! mais oui. Puis, tu sais, c'est ça, c'est une belle vitrine pour, tu sais, promouvoir les artistes qu'on voit quand tu vois une belle expo, la partager. Des fois, je vais dans des écoles, puis j'encourage les élèves. Tu sais, je suis comme, si vous allez, tu sais, dans une galerie,
Faites une story, taguez la galerie, taguez l'artiste, vous leur faites de la publicité gratuite. L'artiste, elle met tout son cœur là-dedans. Ça va lui faire plaisir de savoir qu'il y a un petit secondaire 3 Mais c'est fait, ça, après, l'artiste, ça peut repartager, fait que ça lui fait un post de moins à faire. Ah oui, c'est vrai. C'est appréciable, ça. Absolument. Ah, ben parlant de pression de publier puis de tout ça, là, lançons-nous dans le sujet qui est la pression. Là, il y a la pression qu'on se met, la pression que les autres nous mettent. C'est formidable. Mais dans des secteurs aussi compétitifs que les arts visuels, que l'entrepreneuriat, il va arriver des moments où on va recevoir des coups de pouce, des gens qui vont investir soit dans notre entreprise ou dans notre carrière. Ça peut être comme galériste, ça peut être comme investisseur, partenaire. Puis dans le fond, je me disais tout d'abord, là, mettons, quand tu fais une ronde de financement, Vicky, tu parlais que tu avais vécu ça il n'y a pas très longtemps. Quand les gens investissent, est-ce que toi, ça te fait tu releases comme, OK, parfait, on a pour, je sais pas, engager tant de personnes ou pour toffer tant de temps, ou ça te fait une pression supplémentaire parce que là, tu te dis, OK, il faut que ces gens-là... ces gens-là ont des attentes. Ouais. Ouais. Tu sais, le fait de rentrer du monde là-dedans, c'est... Mais tu sais, dans ma première business, la seule personne à qui j'étais imputable, c'était ma partner, mes employés puis mes clients. Mais tu sais, c'est comme un écosystème relativement... comme ma relation avec Marie est vraiment cool. Des fois, si je me trompais, ça n'a jamais été grave. Là. Fait qu'il y a la pression, ça a toujours été moi qui me la mettais. Là. Je suis vraiment un peu crazy par rapport à ça. OK. Puis aujourd'hui, je te dirais que les investisseurs, le jour où tu as le cash dans le compte, c'est plus ta business juste à toi. Là. Je veux dire, moi, je sens que j'ai des comptes à redonner à mes investisseurs. Mais je suis bonne quand je suis imputable. Je travaille 3 fois plus. Fait que c'est comme un peu malsain. Mais je fonctionne super bien sous la pression. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai eu des discussions avec mes investisseurs principaux récemment, puis ils étaient comme, cette situation-là est complètement normale, tout ça. J'étais comme, ouais, mais moi, c'est pas ça que je voulais. Puis moi, c'est pas de même que je veux que ça se passe. Puis, tu sais, des fois, je sens que je suis quasiment plus dure avec moi. Mais tu sais, je pense que si t'es capable... Moi, la pression, ça m'amène que je produis, je suis créative, puis je trouve des solutions, puis je suis dans une vitesse rapide. Après ça, si je fais trop d'anxiété, puis que j'ai mal au cœur tout le temps, puis que je file pas, ça va pas servir à personne. Non. Fait que je pense que c'est d'apprendre à connaître ses limites, puis comment jouer avec ça. Ouais. Mais c'est moi qui m'impose... Tu sais, je suis pas obligée de faire ça, là, tu l'as dit au début, là. C'est vrai. Je suis pas ça, mais tu sais, je sais que ce projet-là, il peut tellement toucher plein de gens, puis on peut aller à l'international. Puis moi, je veux que ce soit une entreprise technologique canadienne, que le Canada est fier à la Shopify ou à la Lightspeed. Là. Moi, je fais pas ça. It's not a walk in the park. Là. Je m'en vais gros. Là. Fait que, si j'ai pas ce mindset-là, puis je me mets pas un peu de pression, d'après moi, ça se passera juste pas. Je peux faire une autre entreprise qui fonctionne bien, mais moi, je vois vraiment comme mon examen d'entrepreneur. Là. J'ai 43 ans, ça fait 20 ans que je suis en affaires. Je sais qu'est-ce que je sais, j'ai le réseau que j'ai bâti. Je suis encore full allumée. Ben là, full allumée. Je pense que je suis encore full allumée. Mais pour continuer d'apprendre, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, là, je vais tout donner pendant 10 ans, tu sais. Je me sens de même. Tu te sens de même. Mais j'ai besoin de la pression. Ouais. J'ai pas ça, la pression. La pression, c'est nous qui nous la mettons en premier. Là. Je veux dire, on projette ce qu'on pense des gens qui investissent en nous, comme tu dis. Mais finalement, c'est vraiment, on met la pression au max, là, tu sais. Mais c'est ça, mais, tu sais, par rapport aux arts visuels, cette pression-là, elle vient justement des gens qui décident de s'associer à nous pour, comme, diffuser notre travail. Donc, ça peut être la relation avec la galerie qui nous représente, ça peut être les autres lieux de diffusion, centres d'artistes, tout ça. Même, tu sais, quand on fait des demandes de subventions, tout cet aspect-là. Puis, tu sais, autant que ça apporte une super belle validation quand on reçoit cette confiance-là, parce que c'est vraiment une relation de confiance, tu sais. Tu sais, c'est la reconnaissance des pairs, tu sais, c'est vraiment important. Puis, mais autant que là, on sait qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose en retour, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais, comme la relation dans le contexte, mettons, d'une galerie, dont ma galerie me représente, tu sais. Eux autres, ils prennent des risques avec moi en mettant mon travail de l'avant. Tu sais, parfois, ils vont aller dans des foires d'art contemporain, ça coûte cher, là, tu sais. Ça coûte cher. Vraiment, tu sais. Puis, ils savent pas s'ils vont vendre les œuvres, là. Donc, c'est ça, c'est des gros risques pour eux. Puis, ça va dans les
les deux sens. C'est comme une relation de confiance. Moi, il faut que je livre la marchandise, mais moi aussi, je m'associe à eux, puis je veux aussi qu'ils mettent de l'avant puis qu'ils fassent avancer ma carrière au travers des années. C'est vraiment comme ça va ensemble de pair. Puis c'est ça. Mais la pression, au final, on se la met nous-mêmes, mais oui, on peut la ressentir. C'est comme, je sais que mon galeriste, il attend mes tableaux. Puis, tu m'apportes des nouveaux tableaux. Puis, tu sais, comme l'automne passé, j'ai commencé une nouvelle série. Puis je me suis mis beaucoup de pression avec ça parce que ça faisait comme une couple d'années que je travaillais plus sur mon concept des objets recouverts, des corps recouverts. Puis j'étais comme, OK, un peu comme toi, tantôt, tu disais, j'ai envie de nouveaux défis. Tu sais, pas que je commence à m'ennuyer, mais comme j'ai fait le tour, tu sais. Je veux essayer un nouveau concept, un concept qui va m'amener aussi sur des nouveaux effets techniques en peinture que j'ai pas encore fait. Tu sais, fait qu'il y avait comme plein de choses un peu. Je prenais des risques, vraiment. Oui. Puis j'ai ressenti aussi cette pression-là par le biais de, mettons, les associations que j'avais comme d'engagement, de diffusion de mon travail qui s'en venaient. Tu sais, c'est comme, là, je peux pas me planter, là. Là, j'ai une période de recherche, là, cet automne, mais il faut que ça marche, là, tu sais. Oui. Faut que ça soit nice à la fin, c'est ça. Puis j'en ai sablé des tableaux, puis j'ai recommencé, puis c'était pas le fun, là, mais ça arrive, là. C'est comme, mais c'est ça qui est le fun aussi dans la partie recherche. Mais c'est là qu'il y a des affaires incroyables qui se passent. C'est quand tu sors de ta zone de confort, puis tu pousses. Ouais, c'est ça. C'est là que ça se passe. Puis des fois, ça tu plantes, mais c'est pas grave, t'as pas le choix. T'apprends quand tu plantes. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas facile. Puis, tu sais, je pense que le plus gros, c'est la pression que je me mettais, mais surtout. Comment tu gères ta pression par rapport au temps? Comment t'inscris la création dans une semaine de travail ou dans un... Ben ça, je pense que c'est relié à une autre question que tu avais. Ouais, mais ça, allons-y gaiement. Tu parlais du côté organisation, tu sais, dans la pratique. Mais c'est ça. Mais moi, pour vrai, tout le monde qui me connaisse, là, je pense que je suis comme l'artiste la plus organisée qui... OK, t'es disciplinée, là. Ah, je suis vraiment disciplinée. Je travaille beaucoup. Ma technique en peinture à l'huile fait que je fais ce que j'appelle un peu des marathons de peinture, là. Des fois, je vais comme peindre des jours en ligne, des 12 heures par jour. C'est comme intense. Puis c'est ça. Puis aussi, il y a des temps de séchage à l'huile. Fait que, tu sais, je fais comme une rotation de mes tableaux. Fait que, tu sais, mettons, j'ai un tableau, je vais le faire en 2 couches. Il y a 2 semaines de temps de séchage. Ben, pendant les 2 semaines, je suis pas là à le regarder pendant qu'il sèche. Fait que, tu sais, j'en commence un autre. Puis là, j'ai comme toujours une rotation. Puis je me fais carrément un calendrier de travail avec, tu sais, j'ai mon deadline. Puis là, je calcule tous les tableaux que je veux faire. Puis là, je sais à peu près, OK, tel format, ça me prend tel jour en ligne pour faire la première couche. Là, faut que ça sèche 2 semaines. Fait que, tu sais, je suis vraiment super organisée. Des fois, un peu trop. Puis des fois, comme, tu sais, des fois, j'aimerais ça comme avoir la liberté de pas avoir de deadline. Puis juste comme, je me lève le matin. Puis, ça me tente-tu aujourd'hui? Let's go. Ou, non, aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller voir des galeries pour m'inspirer. Tu sais, comme, tu sais, fait c'est ça, mais oui, tu sais, le fait que c'est devenu comme un métier, mon travail, tu sais, j'ai quand même, c'est ça, j'ai des engagements, des deadlines à respecter, fait que j'ai pas le choix d'organiser ça. Fait que, tu sais, moi, je me fais un horaire du lundi au vendredi comme tout le monde, puis je fais ça parce que sinon, je me donne pas de congé, parce que je suis genre à faire des burn-out sinon. Fait que là, je suis comme, là, j'ai le droit, mon samedi, mon dimanche, c'est comme tout le monde, je travaille pas, mais tu sais, je finis toujours par faire d'autres petites affaires, genre des réseaux sociaux, puis comme des demandes de subventions, bon, c'est ça. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est super organisé, en fait. C'est un peu comme l'inverse du cliché de l'artiste. C'est comme, c'est complètement. Complètement. C'est ça. C'est un peu étonnant là, quand je dis ça, mais ouais. Mais en même temps, je vois un lien avec le fait que les beaux-arts t'ont attiré, tu sais. Il y a quelque chose de tellement noble, de technique. Ouais, il y a une rigueur là-dedans. Une rigueur. C'est ça. Ouais, ben oui, ben je pense que ça va avec autant ma personnalité que comme, tu sais, ce qui m'inspire, ce qui m'attire dans la peinture. Fait que c'est ça, tu sais. Mais ouais. En tout cas, je sais pas pour toi comment t'organises ton... Ah, mon Dieu. Moi, t'as l'air busy de chez busy. Ben, c'est parce que je suis très active sur les réseaux sociaux. Sinon, voilà. tu le saurais pas. Ça va? Ben, moi, je suis hyper active. Je veux dire, c'est pas un secret, là. Je veux dire, j'ai eu de l'énergie plus qu'une personne normale. Là, en vieillissant, justement, je m'en rends compte, là. Parce que j'ai toujours autant d'énergie. Wow, ça c'est cool. Ouais. Mais il y a un ça peut être étourdissant pour l'entourage. Oui. Mais au niveau de l'organisation, écoute, j'essaie de m'organiser constamment.
Constant. Je suis toujours en action, mais tu sais, des fois, j'essaie du time blocking. Fait que là, je me fais des plages. Bon, là, je vais faire une demi-journée d'admin. Je vais faire, là, je me garde des petites demi-journées, des fois, stratégie, réflexion. Ça, c'est mes préfs. Ils finissent souvent par sauter. Ouais. Mais tu sais, je me dis, j'ai besoin d'espace mental, moi, pour bien fonctionner. Puis rapidement, j'en ai plus. Puis tu sais, je peux justement aller voir une expo. Je peux aller, je cours beaucoup aussi. Ça m'aide à avoir de l'espace puis à mieux penser. Ben, tu sais, j'ai des enfants. Je vais vous conter de quoi de drôle, là. J'ai gagné un gros prix cette semaine. Je vais recevoir un prix à New York. Eh oui! Le 11 mai, genre, il y a Snoop Dogg aussi qui a gagné un prix. Ça n'a aucun rapport. Wow! Fait que ça va être une soirée débile. Puis mon highlight de la semaine, là, c'est que j'ai trouvé des effing casses de bain pour mes enfants. Que genre, ça fait des semaines qu'ils ont leur cours de piscine, puis que j'en ai juste un qui a un vieux casse de bain à mon chum, que là, faut que je retrouve dans le lavage en scavenger hunt, puis que là, il y a plus de casse de bain dans les pharmacies du Québec. Puis là, j'ai trouvé un Walmart en banlieue où il y avait des casses de bain. J'aurais dû en acheter 20. Mais tu sais, quand je repense à ma semaine, c'est quand même crazy que d'avoir trouvé mes casses de bain, c'est sans joke, c'est vraiment un highlight. C'est que je gère tellement d'affaires. Ouais. Il y a tellement de tiroirs ouverts en même temps dans ton cerveau, ça n'a pas de C'est sens. fou. Ouais. C'est fou. Fait que non, j'ai l'air ultra organisée parce que j'over-organise, parce que je suis complètement submergée la plupart du temps. Mais les casses de bain, écoute, j'ai vraiment eu un high, là. Dans la rangée au Walmart. Taille adulte, taille enfant, genre, ils étaient toutes là. Je voulais pas les commander. J'aurais pu commander sur Amazon, mais genre, je me faisais violence. J'ai quand même fini au Walmart, là, mais bon. Oui, mais garde, t'as vraiment fait ton effort. Ouais. Fait que ça répond pas nécessairement à la question, mais j'essaie plein de façons. Ouais. Puis toujours en essayant de me préserver, je me lève 1 heure plus tôt que mes enfants le matin, je fais ma méditation depuis 4 ans, je ne déroge pas. Mon sport aussi, je fais des pilates sur Reformer, je rentre dans ma tête, je rentre en transe. Wow. Puis tu sais, même si je suis vraiment dans le jus, je sais que si je fais, tu sais, moi aussi j'ai burné out plus jeune, là, mais tu sais, moi je faisais des chiffres coupés comme serveuse, là, je faisais de l'argent, fait que là je faisais 6 jours semaine, je comptais mes 100$ le soir, tu sais, j'étais comme, je suis vraiment étant tout. Ouais. Fait que j'essaie de différentes façons de m'organiser, puis de limiter les journées où j'ai plein de rencontres, puis après ça une journée où j'ai presque pas de rencontres, parce que sinon, non, je les mélange pas, parce que des fois je trouve que si j'essaie de travailler puis je suis continuellement interrompue par des rencontres. Je fais rien du tout. Puis je suis plus bonne après 3 heures l'après-midi. Là. Ouais. Je commence à connaître mes rythmes. Je travaille pas moi le soir. Là. Je prends un verre de vin. Là. Tu sais, je fais pas un all-nighter jusqu'à 2 heures du matin. Là. Ça va être vraiment dans le trouble. Là. Fait que tu sais, je connais mes rythmes. Ouais. Mais après ça, je me retrouve à travailler la fin de semaine un peu. Tu sais, le samedi puis le dimanche. Puis dernièrement, j'étais super fatiguée. Puis j'étais comme, je comprends pas. Puis là, je suis comme, mais ça fait quand même des semaines et des semaines que je travaille pas 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche, mais je fais des demi-journées. Fait qu'au final. Tu travailles quasiment tous les jours. Ouais. Pas de pause. Ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvée dans cette situation-là, mais j'avais comme un coup à donner. Ouais. Toi, comment tu fais? As-tu le droit de répondre à nos questions? Mais c'est rare, on s'est jamais arrivé. OK. Ben, Est-ce que t'as des enfants? Oui, moi aussi, c'est pas mal. Oui, famille recomposée, les 4 enfants, on a le chien. J'ai voulu un chien, quelle bonne idée. J'étais comme, je travaille souvent, tu sais, de la maison, ça serait le fun. Finalement, je suis comme, Mais c'est ça, tu sais, avec Ogive, c'est en expansion, ça va super bien, mais c'est vraiment une période où, tu sais, là, on a comme, tu sais, moi, je fais 50 000 affaires, on a notre gang, tu sais, accueil médiation, on a du monde, on a du staff à gérer. Il y a, tu sais, là, j'ai une précieuse aide qui est embarquée, mais là, tu sais, j'aimerais ça qu'elle prenne plus de mandats. Puis on dirait que prendre le temps de tout expliquer ces choses-là, c'est aussi, faut déléguer, oui. Oui, puis tu sais, bien faire les choses, puis tu sais, en tout cas, c'est ça. Fait que comme, là, c'est le rush où il y a plein d'affaires ces temps-ci. Fait que tu sais, j'essaie de m'organiser. Moi aussi, là, ces temps-ci, j'essaie de prendre des journées de congé. Je les mets dans mon agenda. Mais à date, ça marche pas parce que il y a tout le temps quelque chose qui se présente. Mais au moins, elles sont moins pleines que les autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est bien. Mais c'est ça, c'est une période où, tu sais, moi, j'essaie beaucoup de bloquer des périodes dans ma journée pour faire comme avancer tel projet, faire mon admin, nanana. Mais je te dirais que je me sens tout le temps en train d'essayer de m'organiser. Fait que finalement, c'est l'artiste qui l'a plus organisé. C'est vrai! On va prendre des cours! Faites-vous un beau petit calendrier. Moi, c'est tous des beaux petits cartons découpés tout à la main que je colle. C'est très artisanal. Hey, tu devrais faire un post.
Oui! Ben, le pire, c'est que voir quand combien il y avait eu un de article dans la presse sur moi, le journaliste Éric Clément, il était venu dans mon atelier, puis il avait vraiment stické sur le calendrier, puis il y a une photo dans l'article de la presse de mon calendrier. Ah ouais, hein? J'étais quasiment gênée, j'étais comme, mon Dieu. Hey, non, Lui, il était comme, wow! Eh ouais! Ah non, tu sais, tout ça, ton histoire aux Beaux-Arts, tout ça, c'est tellement du contenu intéressant. En tout cas, Hmm. tu devrais faire des petites capsules. Oh, c'est des beaux projets, ça. On voit que tu as beaucoup de talent, notamment par tes idées qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais aussi par tous les prix qui te sont attribués. Laisse-moi t'en faire une petite... Non, mais c'est impressionnant, tu sais. Le prix Arista, entrepreneur de l'année. Ben, celle-là, j'étais contente parce que c'était 40 ans et moins. Puis genre, j'avais 39, c'était ma dernière chance. Puis moi, j'ai un historique d'être finaliste pour tous ces prix-là et de pas gagner souvent, tu sais. Fait qu'écoute, mais c'est plate, là, c'est COVID. J'avais mon verre de champagne en avant de mon laptop, tu sais. C'est sûr, on le sent moins. Mais... Je vais monter sa scène comme Dalida. Non. Mais tu l'as eu. Oui. Tu as aussi gagné, tu as eu, c'est ça, Top 40, Under 40 de secteur des relations publiques du Canada, la bourse entrepreneuriat au féminin, Fondation Guy la Liberté. J'étais contente. Ça devait être fou. C'est quelqu'un que j'admire au bout, puis on a vraiment eu un moment là, de connexion. Là. Ah ouais? Oui. Hey, t'as remis le prix? Oui, puis tu sais, j'ai fait mon discours, puis justement, je m'attendais pas, je suis tout le temps deuxième, fait que j'étais sûre que je gagnerais pas. Fait que j'étais allée full authentique avec candeur, puis tu sais, j'ai raconté que moi, quand j'étais petite, du fin fond de ma Côte-Nord, que je savais qu'un gars, un clown, avait une vision, puis il avait bâti un empire, genre... C'était comme, je savais que moi, je pouvais faire n'importe quoi. Et j'aurais été émue encore. Puis il y a quelqu'un de son entourage qui m'a dit, hey, tu l'as vraiment touché, tu sais. Fait que j'étais comme, oh, les shit. C'était dans mon bucket list de collaborer avec lui un jour dans ma vie. Puis j'ai été incubée dans l'incubateur que lui finance. Mais tu sais, je pensais jamais qu'il allait me remettre un prix. Tu sais, je pensais pas le rencontrer comme tel. Tu sais, c'est rare les gens qui sont aussi visionnaires puis qui bâtissent des empires comme ça. Ouais. C'est quand même particulier, là. Oui. C'est pas d'emblée le domaine dans lequel on imagine un empire être bâti non plus, le cirque. Complètement. Puis tu sais, c'est pas quelqu'un qui a fait... En tout cas, je connais pas son parcours scolaire, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui a fait les HEC, là. J'ai pas l'impression non plus. Mais puis tu sais, encore, on avait eu un atelier en webinaire avec lui où on pouvait poser nos questions, puis tu sais, il est sharp, là. Ah ouais. Il voit les choses comme vraiment... Ouais. Fait que ça, de tous les prix, c'était un moment vraiment... Un moment marquant. Ouais. Ça doit. Mais là, écoute, hier, dans les affaires, mon chum, tu sais, il lit tout le temps. Là, il me dit, hey, Amy, Vicky, elle a gagné un autre prix. Oui. Là, je suis là, quoi? OK. Fait que Webby Award, donc, ça va être décerné à New York. C'est l'Académie internationale des arts et des sciences numériques. Il y avait, si je me trompe pas, il y a Strava aussi qui avait déjà gagné ça. Apple. Ouais, c'est c'est les autres gagnants dans la grande catégorie, là. C'est comme malade. Crazy. Puis malade. Pourquoi ce prix-là, je suis vraiment contente, en fait, c'est que c'est pas le chiffre d'affaires ou la personnalité, c'est la plateforme, c'est le UX, c'est le design. Notre CXO, Nico, il travaille des fois jusqu'à 3 heures du matin pour que le bouton soit juste la bonne taille, pour que l'expérience soit fluide. Je veux dire, c'est un art, ça. Puis Alex qui transmet les besoins des clients à l'équipe de dev qui vont coder. C'est quasiment de la couture dans ma tête. C'est vraiment de la création de design, mais aussi de fonctionnalité, puis de connecter ça en arrière dans la cuisine pour que ça fonctionne. Pour moi, qui connaît rien, c'est comme de la magie. Ouais. Fait que le prix se soit décerné, genre catégorie application et logiciel, comme vraiment pour le produit, je trouve ça débile. Je suis super contente. Ah ouais, hey, félicitations. Ouais. Mais c'est le prix à toute l'équipe. Là. Ouais. C'est cool. À la limite, je suis la personne la moins impliquée dans à part de dire que ça me plaît, tu sais, ils font un travail exceptionnel. Ouais, mais tu les portes, tu les guides, tu les je fais rentrer l'argent qui finance. Oui, c'est appréciable, c'est appréciable. Je contribue, mais pas dans ce volet-là de création, dans le fond. Oui, c'est vraiment hot. Félicitations pour merci ça. Bien, merci Seigneur. C'est génial, c'est des tu sais, des fois, on parle des prix, tout ça, mais tu sais, je m'inscris, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut se mettre de l'avant, faut prendre la place, parce que les gens, ils vont pas vous découvrir dans votre salon. Tu sais, des fois, les gens disent, ben là, tu sais, t'es partout, tout ça, mais tu sais, c'est comme une job de rester visible aussi, tu sais. Puis j'ai souvent fait ça depuis le début de ma première entreprise, c'est de des fois m'inscrire ou regarder les concours, mais juste regarder
qu'est-ce qui définit aujourd'hui une entreprise en croissance? Bon, mais c'est quoi les critères? Puis souvent, j'ai pas appliqué, mais d'essayer de voir c'est quoi les benchmarks dans ce que je fais, tu sais. Ouais. Ça t'oriente. Un peu d'essayer de comprendre c'est quoi une bonne entreprise ou une entreprise qui réussit selon les autres, mettons. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ça peut être inspirant. Puis après, comment je peux m'améliorer? Ouais. Pour que ça se réponde. Oui, pas nécessairement pour gagner le prix, mais juste pour évoluer comme entreprise, comme PDG. Ça peut t'inspirer vraiment, à donner des directions dans tes plages horaires, stratégie. Et toi aussi, Rosalie, t'as des beaux accomplissements dans ta feuille de route, notamment quelque chose qui est assez incroyable, je trouve, c'est ta commande passée par l'Assemblée nationale. Donc, tu as réalisé le portrait donc pour le Parlement du Québec de Jacques Chagnon, l'ancien président de l'Assemblée. Les artistes qui avaient été collectionnés dans cette collection-là, des portraits des présidents, ça a commencé en 1867. Jean-Paul Lemieux, Suzor Côté, Ozias Leduc notamment ont eu ce type de commande-là. Ça a été ton cas et tu es la 3e femme seulement à rentrer dans la collection. Oui. C'est incroyable. Oui. C'est plein d'émotions en même temps en disant ça. Comme, what? Comment c'est possible? Puis genre, wouhou! Bravo! C'est tout ça en même temps. puis ce que je trouve vraiment malade aussi, c'est comment, tu sais, à avoir vu le portrait, c'est comment tu le fais. Tu sais, on reconnaît la touche, Rosalie Gamache, mais c'est vraiment féministe comment tu l'as mené, ce projet-là, tu sais, avec l'autoportrait. J'aimerais ça que tu nous en parles. C'est hot. Ben c'est ça, c'est quand même une commande qui m'intimidait au début, tu sais, parce que c'est une fois dans une vie que tu te fais approcher pour faire ça. Puis moi, toutes mes réflexions par rapport à ça, c'était comment je vais remplir la commande, mais en le twistant pour que ça soit quand même du Rosalie Gamache, parce que ça reste le portrait d'un politicien homme. Oui. Bon. Puis c'est ça, fait que là, le concept que j'ai proposé, en fait, c'est que, bon, c'est Monsieur Chagnon qui est dans la salle de l'Assemblée nationale, puis à l'arrière-plan, on voit le grand tableau du débat sur les langues. C'est un tableau qu'on remarque pas tant, mais il est toujours là dans la salle de l'Assemblée nationale, puis c'est un tableau qui représente une scène de 1700 quelque, qui est comme le moment où est-ce que, tu sais, on a choisi de protéger le français au Québec. Bon. Et bien sûr, ce sont tous des petits messieurs dans le tableau. C'est ça. Puis j'étais comme, il me semble qu'il manquerait un personnage féminin là-dedans, tu sais. Surtout qu'en plus que le sujet de mon portrait est un homme. Oui. Puis là, je me disais, oui, mais tu sais, historiquement, c'est impossible. Il n'y avait pas de femmes en politique à ce moment-là. Et là, je me suis dit, ben, je pourrais prendre cette idée-là plus sous le couvert d'un autoportrait. Ça donne que je suis une femme artiste. Donc, ça vient comme par ricochet autant toucher le sujet de la place des femmes en politique, mais aussi la place des femmes dans l'histoire de l'art. Le fait aussi, comme tu as mentionné, que je suis seulement la 3e femme à entrer dans la collection. Fait que moi, c'était comme ma manière un peu de comme tout twister ça puis ramener ça à ma démarche féministe, puis c'est ça. Puis Monsieur Chagnon a accepté l'idée parce que bien sûr, il fallait que ça soit approuvé. Ah oui. Et c'est ça, c'était tout à son honneur d'accepter ça. Mais c'était vraiment comme beaucoup de réflexion, beaucoup de stress relié à cette commande-là, comment j'allais comme me l'approprier vraiment finalement là. Et comment c'est venu à toi cette opportunité-là? C'est vraiment les présidents qui choisissent l'artiste. Puis Monsieur Chagnon m'a approché directement pour faire son portrait. Wow. Fait que c'était comme une curiosité au départ. J'étais comme, mais comment vous avez entendu parler de moi? Parce que, tu sais, moi, j'ai un background de portraitiste, là. Tu sais, non seulement à Florence, c'était spécialisé en portrait, mais quand je vivais à Québec, pendant mes années à l'université, j'étais portraitiste de rue, comme c'était ma job d'été. Tu sais, je faisais des portraits des gens sur la rue Sainte-Anne, là, dans le Vieux-Québec, là. Ah oui. Fait que c'est ça, j'avais mon petit kiosque. Fait que, tu sais, des portraits, j'en ai fait des milliers. Mais quand tu regardes mon travail en art actuel, tu sais, ça paraît pas tant, mais je pense que ça paraît par la technique, mais tu sais, c'est pas tant ça mon sujet directement. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, j'étais comme, mais comment vous avez su que j'étais portraitiste? Parce que sur mon site actuel, ce que je partage, c'est plus mon travail en art actuel. Puis en tout cas, c'est comme un peu genre de bouche à oreille de quelqu'un qui savait que je faisais ça, puis tout ça. Puis l'affaire qui est quand même intéressante là-dedans, c'est que tu sais, le portrait à l'huile que j'ai fait, les dernières commandes qui ont été faites de portraits, il y a des présidents qui ont choisi la photographie plutôt que le portrait à l'huile. Puis le dernier portrait à l'huile, il a été fait il y a 20 ans.
par Denis Jacques. C'était le portrait de Louise Arel. Puis Denis Jacques, en fait, c'est le directeur de l'Académie des beaux-arts de Québec. Puis il a un peu agi comme mentor technique au début quand je suis arrivée à Québec. J'ai aussi enseigné avec lui un peu dans son école. Puis fait que c'était comme un genre de retour, tu sais, par rapport à ça, de comme boucler la boucle, tu sais, finalement. Fait qu'il n'y a pas de pression du tout pour ça. Non, ben non, hein? Mais c'est une réussite absolue. On le voit derrière. Merci, Will. T'es à l'affût, my God. Mais c'est vraiment génial. C'est extraordinaire. C'est formidable aussi de savoir que c'est lui qui est venu vers toi. Je trouve ça vraiment cool de savoir ça. Ouais, une belle réussite. Ben merci. Puis là, ça a dû mieux dormir après. Ah oui, mais j'en ai fait des petites nuits blanches. Ah, ça doit. Tant que j'avais pas eu mon idée, tu sais, je savais que je voulais comme trouver comment j'allais le faire. On dirait que ça m'obsédait là, tu sais, c'était c'est clair. C'était vraiment c'est ça. Puis là, quand j'ai eu le déclic de l'autoportrait, tout ça, j'étais comme OK. T'as pris ta place dans le portrait. Ouais, fait que maintenant moi aussi je suis à l'Assemblée nationale. Oui, voilà, j'adore. C'est vraiment hot. Jusqu'à ce que le Parlement soit là, idéalement. Là, on est on parle de féminisme, on parle de prendre notre place. Puis, ça m'amène à parler du fait, Vicky, que tu es une voix active dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Tu t'impliques aussi avec la Fondation Lise Wattier pour contribuer à ce que les femmes vivent dans un monde plus équitable, qu'il y ait une indépendance financière, ce qui est la clé de l'autonomisation des femmes. Fait que j'aimerais savoir pourquoi, pour toi, c'est important de t'impliquer en tant que femme entrepreneur, mais qui fait la promotion justement des entrepreneurs féminines. Mais tu sais, je pense que quand tu viens avec une voix, puis d'être capable de rejoindre certaines audiences, puis qu'on te met dans des positions comme la nôtre aujourd'hui, où il y a des gens qui vont nous entendre, ça vient aussi avec une responsabilité, tu sais. Puis j'ai jamais eu à me dire quelle cause je vais porter. Moi, ma mère, elle m'a assise sur le bout de mon lit quand j'avais 13 ans, puis elle m'a dit, Vicky, arrange-toi pour toujours être capable d'être indépendante financière puis d'être capable de partir. J'étais comme, oh my God, vous séparez-vous? Puis c'était pas ça du tout. Tu sais, je pense qu'à l'époque, elle voyait certaines de ses amies qui étaient dans des situations qui pouvaient pas nécessairement quitter leur conjoint parce qu'il y avait juste rien à leur nom, tu sais. Puis après, ça m'est toujours resté en tête. Puis après, tu sais, toutes les inéquités salariales, tout ça, je veux dire, on part de tellement loin. Puis tu sais, la charge mentale, on est en 2025, mon chum, il est exceptionnel, mais c'est toujours bien moi qui capotais pour les casse-bains. Ouais. Mais après, tu sais, après, est-ce que s'il n'y avait pas eu de casse-bain, ça n'avait pas été, ça, c'est un autre débat, tu sais, est-ce que nous, on s'en met beaucoup de charges aussi? Oui. Mais tu sais, reste qu'on porte beaucoup, les femmes portent énormément. Moi, j'ai pas eu des carrières en entreprise, mais tu pars en congé de maternité, tu te fais doubler, tu reviens. T'as genre 2 ans de retard sur ton salaire que tes collègues ont eu parce que, tu sais, il y a tellement d'inéquité que je me disais que moi, mon cheval de bataille, ce serait de réfléchir puis de pouvoir aider des femmes, justement, à être capables de payer leurs affaires toutes seules, tu sais. Ouais. On n'est pas dans l'FEA qui est un regroupement incroyable de défoncer les plafonds de verre dans les grands milieux corporatifs. On est dans l'effet de payer ton loyer tout seul. Puis là, c'est de plus en plus difficile en plus. Là. Fait que ce que la Fondation Lise Wattier fait, c'est vraiment d'aider des femmes à soit retourner à l'école, soit avec des petits projets d'entrepreneuriat, mais pas à grande échelle extraordinaire, mais vraiment de les appuyer en leur donnant des formations pour leur donner des ailes. Là. Puis tu sais, après, Madame Wattier, que j'admire, on parlait de de qui on était fans dans la vie. Madame Wattier, je l'admire depuis que je suis jeune. Là, je veux dire, elle a travaillé fort, elle s'est faite tout seule. C'est une grande femme d'affaires du Québec, puis même canadienne. Là, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Puis elle a toujours redonné aux femmes. Puis pour elle, c'était important. Puis tu sais, la façon qu'elle expliquait, c'est qu'au début, elle essayait d'aider les enfants. Mais aider les enfants, ça s'inscrit dans le temps, mais si tu défais pas le cycle de pauvreté en aidant la mère, ben, c'est des patterns qui se reproduisent à l'infini. Fait que, de permettre à une mère ou à une femme de s'élever, ben, ça brise des cycles de pauvreté. Puis ça, pour moi, c'est comme exceptionnel. Fait que je vais toujours... là, j'étais ambassadrice pour leur dernière campagne, mais ça va toujours être une des causes que je porte le plus proche de mon cœur. Puis avec mon nouveau projet Hélice, de pouvoir donner un revenu d'appoint à des créateurs qui commencent, que ce soit des nouveaux arrivants, des étudiants, des mères monoparentales. Tu sais, moi, quand j'étais au bout des nerfs, puis je me dis, man, pourquoi je fais ça? Je pense à une femme monoparentale qui couche ses enfants le soir, qui va créer un peu de contenu, puis à qui on peut donner 200-300$ par mois. Le jour où je vais être capable de mesurer le nombre de personnes à qui on
on donne un revenu d'appoint, puis pour qui ça fait une différence, là, Ah ouais, hein? oh yeah. Ça va scaler partout parce qu'il y a plein d'opportunités. C'est 24 milliards de dollars l'industrie de la création de contenu en Amérique du Nord cette année. Hey, Wow. Puis c'est un petit pourcentage des créateurs qui bénéficient de cet argent-là. Ah ouais, c'est Ouais. que quelques personnes. Oui, c'est les grosses célébrités Ouais. qu'on connaît. Mais 85%, je pense, des influenceurs sont nano, micro, sont plus petits. Ouais. Oui, Puis il y a moins de monde qui leur parle. Fait que moi, je suis comme wannabe tellement. Robin des Bois des influenceurs. oui. Ben oui, tu sais. Puis en même temps, c'est ça, tu sais, j'écoutais, je sais plus c'était quoi. Là. Un moment donné, tu parlais, puis moi, j'écoutais là, pendant ma recherche. Quelque chose t'as déjà dit, un moment donné, quelque part, comme quoi les gens et les nano-influenceurs, là, ils ont un engagement parce qu'il y a une confiance. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que quand tu écris à quelqu'un qui te répond, quand tu vas voir que quelqu'un, tu sais, pour vrai, utilise tel ou tel produit plutôt que tel ou tel, parce que ça correspond à ses valeurs, ben moi, quelque part, je suis comme, yes, sir, tu sais, toi, t'as fait, tu sais, moi, si on peut, cibler, moi, là, je veux de la publicité ciblée. Genre, je veux quelque chose qui correspond à mes valeurs, qui est pas loin de chez nous, tu sais, moi, je trouve ça formidable si on peut, tu sais, rendre pour le consommateur, consommatrice, le chemin bien fait, tu sais, de façon éthique, par quelqu'un qui pour vrai, tu sais, est lié à ce produit-là, qui va promouvoir. Ouais, qui l'aime pour vrai. T'sais. Oui. Parce que sinon, c'est comme si c'est un peu insipide quand c'est comme, tu sais, on les voit, là, tu sais, toutes les super influenceurs, influenceuses, là, qui ont tous un peu le même, on dirait, produit à promouvoir en même temps. Ouais, ça, c'est parce qu'on souvent les envoie, mais tu sais, l'idée, c'est ça aussi, c'est que tu le vois à une place, à l'autre place. C'est la répétition. Fait que là, t'es comme, ben, je vais peut-être l'essayer. Ouais, ça, c'est sûr. On fait ça aussi. On va activer plein de petits créateurs en même temps aussi. Mais si on tout le c'est normal. Oui, mais c'est intéressant la façon que tu perçois. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment plus dans un esprit de recommandation des pairs que de grosses plugs. Grosse plug, oui, c'est Mais ça. en même temps, je considère que tous les types d'influenceurs ont leur place. Puis les célébrités, tu sais, quand c'est aspirationnel, tu ne veux pas sentir comme ta meilleure amie. Là. Si c'est un parfum, il y a des choses qui doivent demeurer aspirationnelles, selon moi. Là. Oui. En mode, notamment, puis dans plein de choses. Mais après, pour des produits plus pratico-pratiques, ça peut être intéressant de travailler du monde avec des plus petits nombres d'abonnés. Oui, absolument. Je trouve ça très intéressant. Ben, pour finir, après ça, on va plonger dans le bol, là, mais ma dernière question, c'est parce que je trouvais ça intéressant, la notion d'être son manifeste. Tu sais, je trouve que vous êtes toutes les deux très intègres, très, genre, what you see is what you get, complètement. À chaque fois que je vous vois, je vous croise, je vous entends, c'est la même version de vous que je rencontre. Puis je trouve ça inspirant, moi, des gens comme ça. J'aime ça, m'entourer de monde de même. Fait que je me disais, si vous aviez à exprimer pourquoi vous décidez d'être qui vous êtes de façon aussi intègre et cohérente, pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi vous changez pas de visage selon la situation ou la personne à qui vous vous adressez? Ben, c'est de rester authentique, tu sais. Puis moi, en tout cas, ma passion pour la peinture, là, ça date de j'étais enfant, là, tu sais. Je veux dire, j'ai commencé à peindre vraiment sérieusement à l'âge de 14 ans. OK. Puis je faisais que ça à partir de ce moment-là et je ne fais encore que ça. Fait que c'est comme, je me vois pas faire autre chose. Puis c'est tellement une passion comme intense. Genre, je sais pas, tu sais, c'est moi. C'est juste comme, je pourrais pas faire autre chose, je pense. Puis c'est ça. Puis en fait, moi, je trouve que c'est plus de rester authentique à travers tout ce milieu-là qui a comme ses côtés un peu pernicieux, tu sais, autant les réseaux sociaux, le rapport, comme on disait tantôt, la pression qu'on se met par rapport aux gens qui s'associent à nous. Fait que, tu sais, en fait, tu sais, quand je pense à ça, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est faire de la peinture tous les jours, tu sais. Fait que là, pour y arriver, oui, il faut que ça devienne un métier, il faut que je puisse en retirer certains profits. Oui. Mais comme, je pense que je suis une personne, tu sais, assez ambitieuse par rapport à sa carrière, mais quand j'enlève tout l'ego de ça, puis je pense vraiment à pourquoi je fais ça, c'est comme, ben, c'est juste, moi, je suis en compétition toujours avec moi-même, en fait. Quand je fais de la peinture, c'est comme, je pense à ce que j'ai fait avant, je suis comme, OK, ça, je me suis rendue là, ben là, on va pousser ça un petit peu plus loin, puis j'avance comme ça là-dedans, tu sais, je vois ça comme un genre de marathon, en fait, ma carrière, c'est comme, ben, quand j'aurai 60, 70 ans, là, je vais regarder en arrière, puis là, je vais faire comme, hey,
wow, tu sais, j'ai tout fait ça, mais c'est ça, je vois pas ça comme un sprint, genre. C'est comme vraiment comme mon endurance, puis c'est ça, c'est juste, je sais que c'est quelque chose qui va toujours être là, la peinture dans ma vie, c'est juste, là, il faut trouver comment dans cette vie-ci avec les outils que j'ai, comment je fais pour comme m'en servir pour arriver à faire ça tous les jours, me lever le matin puis passer ma journée dans l'atelier. Moi, c'est là que je suis la plus heureuse. Là, fait que, oui, c'est beau. Oui. Puis, est-ce que tu as pourquoi tu décides d'être... Parce que Mais je peux pas être autrement, tu sais. Non. Tu sais, je vais m'adapter là, sur le bout d'un quai à Saint-Pierre ou dans un bal à Montréal. Là. Moi, j'aime les gens. Fait que déjà, je connecte rapidement puis je m'intéresse aux gens pour vrai. T'sais. J'aime les histoires de tout le monde. J'aime savoir... Le monde, des fois, trouve ça bizarre en meeting, mais je vais demander ils viennent de où. Puis là, tu sais, je m'intéresse vraiment aux gens. Ouais, mais je suis curieuse. J'aime le monde, tu sais. Ouais. J'aime beaucoup les gens. Fait à partir de là, je vais m'adapter et disons, d'être plus ou moins formelle là, dans des contextes. Mais je pense que je suis tout le temps la même personne. Puis des fois, tu sais, ça me joue-tu des tours? Peut-être, parce que je suis vraiment bubbly. Puis il y a des gens, mettons, au gouvernement, pour des subventions, que c'est peut-être moins leur vibe. Je donne un exemple extrême, là. Mais tu sais, je plais pas à tout le monde non plus, là. Je tape sur les nerfs de certaines personnes. Des fois, je le sens, là. Je suis comme avec mes arcs-en-ciel puis mes licornes, genre, je leur lance des bonnes énergies positives. Genre, ils ont le goût de dégueuler, là. Ils trippent pas là-dessus, tu sais. Fait que je pense que je saurais pas comment. Tu sais, je suis capable de me dimmer, mais j'ai de la misère. Ouais, je comprends. J'ai comme décidé que ça allait être ça. Puis je suis comme ça. Puis écoute, tu sais, si des fois tout le monde, l'équipe est comme oh non, mais tu sais, il y a des problèmes là. Puis c'est très correct que j'ai des gens ultra lucides puis plus réalistes que moi autour de moi. Tu sais, je suis comme enfin dans la lumière. mais eux, ils m'aident à voir des angles morts que j'aurais peut-être pas vus. Mais je pense que, tu sais, pour faire ce qu'on fait à la vitesse qu'on va, il faut avoir un méchant spirit positif, sinon tu t'en sors pas, tu sais. Fait que je pense que mon optimisme puis mon énergie, c'est quand même mon super pouvoir. Ouais. Fait que je peux pas lutter contre ça juste pour plaire ou tu sais des fois je fais attention là, quand je vois que genre je peux prendre beaucoup de place dans un contexte où il y a pas de réception, j'essaie de me pacer, mais j'ai de la misère. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très rafraîchissant, tout ça. Wouhou! Pour fêter ça, voulez-vous piger dans ce bol une petite question? Oh, merci. Une chaque? Ben ouais, on est là. C'est comme ça le file, là. Ah, ben, si jamais on a déjà répondu, tu sais, ça parle de la routine matinale, on en a un peu parlé. Tu parlais de ta méditation, tout ça. Ben, moi aussi, je fais des exercices le matin. Ah ouais, hein? Ouais. Tu te lèves à quelle heure, mettons? Ah, mais moi, c'est un autre beat que toi. Moi, c'est ça que j'aime de ma vie, c'est que je mets pas de cadran. Je me lève quand je me lève, je me couche quand je me couche. Oui. Mais ouais, tu sais, mettons, je me lève entre 8 et 9, puis des fois, je peins jusqu'à minuit. Mettons, des fois. Oh my God. Ouais, ça dépend. Tu sais, mettons, souvent, je commence à travailler vers 11 heures. Mais mon espèce de 2 heures le matin, c'est comme je vais m'entraîner un peu, je vais comme faire des petites tâches plates, des fois répondre à des courriels, puis là, quand je commence à peindre, c'est... J'ai une drôle de question. As-tu des douleurs physiques? Ouais, ben là, c'est pas quelque chose que je parle souvent, mais moi, je fais de l'arthrite. OK. Ouais, ben c'est comme de l'arthrite dans le dos, là, ça paraît pas, là. Ça a commencé jeune quand même, puis c'est pour ça, pourquoi j'ai ma routine d'exercice. Ouais, hein? C'est ça, tu sais, j'ai comme, faut que je fasse du cardio, puis des étirements, puis de la musculation. En tout cas, c'est comme un petit détail, mais oui, c'est parce que les premières années de ma vie, tu sais, j'étais comme, je travaillais trop dans des postures comme pas super. Puis là, je me suis rendu compte, oh, OK, il y a un corps aussi, là. C'est parce que moi, je rentre en transe quand je peins. J'oublie mon corps, j'hyper focus au max. C'est malade, ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, là, non, j'ai des petits signaux c'est ça. Fait que, ça a été comme, dans les dernières années dans ma vie, ça a été comme de trouver comme des trucs aussi pour réussir à justement vivre avec ça, là. Oui, faire le marathon, tu sais, il faut que le corps suive. C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, justement, mes exercices, c'est vraiment important. Puis je suis très rigoureuse aussi, autant avec ça qu'avec ma peinture. Fait que c'est comme... non, c'est ça, la petite routine matinale. Cool. C'est très cool. Puis toi, tu te lèves. J'allais dire tantôt, j'essaie de gagner... Tu sais, comme je suis pas bonne le soir pour faire grand-chose, puis souvent, je couche mes enfants, puis je vais me coucher quasiment après. C'est vraiment, j'ai gagné du temps le matin, puis là, tu vois, le soleil commence à se lever plus tôt, mais là, tu sais, quand c'est l'été, je recule moi aussi, là. Là, je gagne du temps le matin, je vais méditer dans le cours. Tu sais, je finis que
faut que je fasse les lunchs pareil, puis des affaires bien dolles. Là. Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que j'ai la vie devant moi. Là. Je peux être à la boulangerie quand ça ouvre à 7 heures pour acheter des croissants à mes enfants parce que ça va leur faire plaisir. Ouais. Le matin, pour moi, c'est précieux. Là, comme... Est-ce que tu as toujours été matinale, même avant les enfants, ou c'est... je pense que, quand même. Ouais, quand même. Je suis pas quelqu'un, tu sais, plus jeune, là, je veillais plus tard, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui, naturellement, se couche tard. OK. Ah! C'est bien intéressant, c'est bien inspirant. Essayez de commencer ça. Est-ce qu'on fait une autre? On se lance pour une... Ah, mon Dieu. Ah, ça, c'est dur. Je l'avais vu dans le document. Je vais te laisser répondre en premier. Eh bien, c'est une question piège. Okay, non, mais c'est juste, j'avais pas comme d'idée qui me venait. Si tu avais une baguette magique pouvant changer une chose dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que ce serait? Ça. Moi, c'est enlever la pression puis le regard extérieur sur mon travail. Comme peindre juste pour moi-même. Puis oui, tu sais, j'ai des personnes dans ma vie qui sont précieuses à qui je demande, tu sais, leur opinion par rapport à mon travail, mais des fois, on a des opinions aussi non sollicitées. On n'a pas demandé ça. Puis, fait que des fois, je suis comme, hey, maudit, j'aimerais juste ça, comme vraiment peindre pour moi-même. Comme quand je disais tantôt, comme je suis en compétition avec moi-même quand je peins, mais c'est ça. Puis comme, pas avoir la pression de montrer mon travail. Des fois, j'aimerais ça juste comme être une ermite dans ma grotte, puis genre, je le suis déjà un petit peu, là, mais comme, là, genre, comme, tu sais, puis là, à un moment donné, je sors après 2 ans, je suis comme, hey, voici ce que j'ai fait, que genre, je vais vous montrer, mais tu sais, là, j'ai comme la pression tout le temps de comme montrer que, tu sais, je travaille. Ça t'interrompt-tu dans ton processus un peu? Ben, je pense que ce qui m'a fait réaliser, en fait, c'est, tu sais, ma période de recherche que j'en parlais tantôt au début de l'automne passé. C'est vraiment cette espèce de besoin-là de comme, hey, je peux-tu juste comme me planter puis comme pas montrer à personne, là, comme, tu sais, c'est ça. J'aimerais ça avoir des périodes comme ça, comme où est-ce que j'ai aucune pression, autant financière que comme de deadline ou comme de regard extérieur, tu sais, de plaire à des gens ou juste de savoir si tu plais à des gens. Les réseaux sociaux, ça fait ça aussi. Tu sais, t'as comme un retour rapide, là. Sur, ça serait ça, mon petit magique. Je comprends. C'est ça, ça serait libérateur. Hein? Vraiment. Ouais. Ben, c'est pas si t'en as une. Ben, écoute, je sais pas. Honnêtement. C'est bien. Mais ça, c'est... Pour vrai, là, je me sens vraiment privilégiée là, de pouvoir réaliser ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec le setup que j'ai. Autant à la maison, j'ai de l'aide. Là, j'ai une gardienne, j'ai une femme de ménage. J'ai mes systèmes fonctionnent super bien. Par rapport à... C'est super plate, mais si je peux gagner un petit peu plus d'heures pour ces zones d'espace mental que j'aime tellement, d'être plus dans la stratégie, de voir qu'est-ce qui s'en vient, de pouvoir reculer un peu, puis regarder ce qui se passe dans d'autres domaines, qu'est-ce qui se passe à la planète, comment ça va influencer ce qu'on est en train de bâtir. Tu sais, après, c'est à moi de m'organiser, là. Je veux dire. On essaie, mais des fois, c'est dur à protéger ces plages-là. C'est fou comment ça prend ça aussi, ces moments-là où on n'est pas comme en train de travailler, mais que c'est ça, on visualise. Puis des fois, je trouve qu'on sauve tellement de temps parce qu'à un moment donné, OK, là, tu as une certitude, c'est ça. Mais il fallait que tu recules un peu. Que ça mûrisse, là, que ça soit fait que je pense que ce serait de... Écoute, je vais dire la vérité, ce serait de me permettre plus de ces plages-là. Parce qu'autant que je sais que c'est important, autant que je mets tout le temps... J'ai fait sauter parce que là... Il y a telle urgence ou telle urgence. OK, je suis complètement responsable de ma baguette magique. Sur ces belles paroles. Hey, merci infiniment pour toute votre transparence, votre générosité. C'était un moment en or. Je suis extrêmement reconnaissante. Quel privilège. Merci à toi. Puis quelle belle rencontre. Oui, je voulais dire la même chose. Cool, vraiment. Des super belles conversations. Puis tes questions, pour vrai, là, quand je les lisais, j'étais comme, wow, OK, ça amène des réflexions. Puis les parallèles aussi, tu sais. J'aurais pu rebondir plus souvent là, quand tu parlais. J'étais comme, moi, je vais juste observer, genre avec une caméra pendant que tu peins pendant 12 heures. Non, mais moi, ça me fascine l'idée de... Tu sais, je l'imagine, l'idée de juste rentrer en mode... J'ai ça des fois quand j'écris un peu. Je comprends. Mais tu sais, c'est ça, c'est de protéger du temps de... La paix. On vous souhaite la paix. On vous revoit dans un prochain podcast. Merci beaucoup. La petite toune qui part. Oui, à la fin, la petite toune part. Je me rappelle pas c'est quoi la toune. On a fini. Hey, merci. C'est belle.